Par le passé, durant l'hiver de l'an 2002, j'ai fait la rencontre d'une entité terrifiante. Étrangement, dans ce livre Mémoires de sorcière, je suis retombé sur une photo qui m'a fait froid dans le dos. À peu de choses près, c'était exactement le personnage que j'avais rencontré. Le croque-mitaine. On peut lire dans cet ouvrage que c'est l'épouvantail des contes au coin du feu. La figure horrifiante qui se cache sous l'escalier, au fond de la cave, sous les planches mal jointes du grenier. Les parents le brandissent, l'agitent dans tous les sens, à tous les escients, à tout bout de champ, afin d'obliger leur progéniture à ranger leurs habits, nettoyer leurs dents, leurs ongles, à dire merci et merci encore. Son nom vient peut-être du vieux français « crochet », qui signifiait attraper avec un crochet, et de mythe, le chat. Le chat personnifierait alors l'enfant. La mitaine serait comme une patte de chat qui rentre ses griffes. L'étymologie reste incertaine. Par contre, le croque-mitaine est là, bien là, envahissant les légendes de toutes les cultures. Il est le babot en pays niçois, Jean le Noir en Italie, Pierre le Noir en Belgique, grand-papa Janvier dans le Dauphiné, Couche 8 heures en Franche-Comté ou encore Mano Negra en Espagne. Le croque-mitaine a des aspects différents selon le sol où il naît. Il est souvent grand, tout habillé de nuit et de fantasmagorie. Le chapeau noir, les yeux rouges. C'est un loup-garou des cheminées, une sorcière cachée au fond des puits. Il coupe la langue des petits menteurs, cache les impudents au fond de son sac de jute, et les vend en esclavage ou les noie au fond des lacs. Ce personnage, comme la sorcière, induit une angoisse délétère, ou peut-être une peur salutaire, car les croque-mitaines habitent les bois profonds, les étangs, les marais aux terres mouvantes, les puits sans fond, les grottes, tout lieu dangereux que les enfants doivent éviter à tout prix. Laissez-moi à présent vous conter mon histoire. Ce soir-là, où j'ai fait la rencontre de ce personnage qui semblerait être le croque-mitaine. Nous étions en décembre de l'année 2002. J'avais été sélectionné pour faire une formation d'animateur en village vacances et la formation se déroulait tout en haut d'une montagne au-dessus de Grenoble. Il s'agissait d'un grand hôtel appartenant au tour opérateur pour lequel j'allais travailler. Il était situé juste à côté d'une station de ski. Nous étions divisés par petits groupes de 2 ou 3 et étions logés dans des petits studios aux abords de l'hôtel et de la station. Évidemment, avec ma chance éternelle, on m'avait placé dans un des chalets les plus isolés, tout au bord. C'était la première fois que je partais seul, si loin de chez moi, pour cette toute nouvelle aventure. Je m'installais donc dans mon studio avec 2 collègues. Malheureusement pour moi, j'avais beau essayer de dissimuler le fait que j'étais médium et que je faisais d'autres choses, ça ne pouvait jamais se cacher très longtemps, étant donné qu'il se passait toujours des petits événements autour de moi ou certaines vibrations qui se manifestaient. Mes 2 colocataires ont donc très vite remarqué qu'il se passait quelque chose autour de moi. On en a donc discuté librement et ils ont tout à fait accepté l'idée. Évidemment, ça a vite fait le tour de tout le groupe avec lequel je travaillais, puisque chacun d'entre eux, à sa façon, ressentait des choses à mon contact. Un soir, à peu près 2 semaines après notre arrivée, une tempête de neige s'abattit sur la station.
Ce soir-là, nous étions tous au réfectoire et j'ai commencé à me sentir mal. Une sorte de vertige, intense, prolongé. Je ne savais pas ce qui m'arrivait, mais quelque chose de très fort était en train de se passer. Quelque chose de très fort se manifestait, à la fois autour de moi, mais sur tout le lieu dans lequel nous étions. Je le ressentais très puissamment, c'était viscéral. Cette mystérieuse énergie me fit presque faire un malaise. Mon responsable me conseilla de rentrer et de ne pas passer la soirée avec eux. Je me fis donc raccompagner par l'un de mes colocataires. Comme je ne me sentais pas à l'aise, je lui demandai de laisser les lumières allumées avant de s'en aller. Il s'en alla. Je me retrouvai seul dans ce studio, loin de chez moi, au beau milieu d'une tempête de neige, en pleine montagne. J'étais installé sur le clic-clac, la tête contre le mur, et à mes pieds, un peu plus loin, sur la gauche, se trouvait une simple petite lucarne. Elle était à peu près à 1,60 m de hauteur, juste dans l'angle de la pièce. Honnêtement, je me sentais tellement dans un état second ce soir-là que je n'ai même pas le souvenir de m'être assoupi, de m'être endormi. Sur le bruit du vent qui fouettait la vitre, j'entendis comme une espèce de râle masculin. Un râle qui se transformait peu à peu en une sorte de grognement féroce. Là, quelque chose frappa contre la lucarne et elle s'ouvrit d'elle-même instantanément. À la fois stupéfait, surpris, terrifié, j'essayais de pousser un cri, mais je n'y parvins pas. Là, je remarquai que quelque chose avait comme éteint ma voix. Je regardai fixement en direction de la lucarne et j'aperçus une main. Surgissant de la tempête, elle entra lentement pour prendre appui sur le mur intérieur de mon studio. Là, une longue jambe, fine, frêle, squelettique, émergea à son tour pour venir se poser sur le sol de mon studio. Le reste d'un corps immense et très maigre suivit à son tour. Et c'est alors qu'il pénétra entièrement dans mon studio, au pied de mon clic-clac. Cet homme, grand, impressionnant, avec un sourire terrifiant, de longues dents. J'ignorais s'il me les montrait pour me sourire réellement avec cet air sadique, ou si elles étaient simplement là pour m'intimider davantage et me faire comprendre qu'il allait me dévorer. Il portait une lanterne à la main, je me souviens encore du grincement qu'elle faisait en se balançant. Un vieux reste de bougie brûlait à l'intérieur, et la flamme était assez puissante pour l'auréoler d'une lumière pâle. C'est alors que j'entendis son rire, sadique, sarcastique. Il s'apprêtait à se repaître de moi. Il s'apprêtait à me faire subir je ne sais quelle torture. J'essayais de bouger, de gigoter, de me débattre dans mon clic-clac, mais j'étais comme cloué sur mon clic-clac, prisonnier des couvertures. Il leva sa lanterne jusqu'au niveau de son visage, juste pour me montrer ses dents. Elles étaient comme étincelantes et à la fois couvertes d'une écume dégoulinante, signifiant probablement son appétit féroce. Vivant là l'une des plus grandes terreurs de toute ma vie, je continuais à essayer de crier.
Lorsque j'y parvins enfin, je me réveillai en sursaut. Mes 2 colocataires étaient présents et complètement paniqués. Apparemment, ils étaient rentrés depuis à peu près 5 minutes et m'avaient trouvé étendu sur le clic-clac, immobile, glacé, blanc, blafard, comme mort. Cela faisait 5 minutes qu'ils me secouaient dans tous les sens pour essayer de me réveiller, et j'émergeais seulement maintenant. À cet instant précis, quelqu'un tambourina à la porte et une explosion se fit entendre dans le couloir. L'un de mes colocataires fonça pour ouvrir la porte et voir ce qui se passait. C'était en fait un ami qui travaillait dans les cuisines de l'hôtel qui s'était rendu jusqu'à mon studio pour prendre de mes nouvelles. Il avait senti une étrange présence dans le couloir, c'est pour ça qu'il avait tambouriné un peu fort à la porte, il ne se sentait pas en sécurité. Sauf qu'au moment où il avait tambouriné à la porte, le plafonnier du couloir avait littéralement explosé. Mon colocataire le fit rentrer et il passa le reste de la soirée avec nous, très mal à l'aise. Lorsque je leur racontais mon histoire, ils me crurent évidemment tout de suite et réalisèrent qu'ils avaient vécu en ma présence un autre phénomène paranormal. Mon ami eut même peur de remonter la station jusqu'à l'hôtel et préféra dormir avec nous dans le studio. Nous passâmes une nuit à peu près normale, puis une étrange explosion surgit de nulle part, nous réveilla tous en sursaut. Une première détonation nous réveilla. Je regardais tout le monde. Je leur demandais s'ils avaient vu, entendu quelque chose qui avait averti de cette explosion. Personne ne répondit. Puis une seconde détonation plus puissante encore retentit à l'intérieur du studio, accompagnée d'un éclair éblouissant. Nous nous empressâmes alors de quitter les lieux avec précipitation. Nous sautâmes dans nos baskets pour parcourir tout le couloir, sortir du bâtiment et voir ce qui se passait dehors. Rien du tout. Personne n'ouvrit ses volets, personne n'ouvrit ses fenêtres. Aux alentours, personne n'avait entendu quoi que ce soit. Nous étions les seuls à avoir entendu ces détonations et elles avaient bel et bien eu lieu à l'intérieur du studio. Je ne sais pas si cet épisode a un lien avec ce qui s'était passé la veille, mais je pense que c'est probablement lié. Nous nous sommes alors renseignés au petit matin auprès de toute notre équipe, auprès de la station balnéaire, auprès de l'hôtel. Aucune avalanche n'avait été signalée, aucune explosion n'avait été signalée, ni entendue, sauf de nous. Je n'ai jamais compris qui était ce personnage qui m'avait rendu visite. Je n'ai jamais cherché non plus à en parler, de peur de passer pour un illuminé. Mais j'avais bel et bien vu cette personne, et sa manifestation auprès de moi avait bel et bien eu un écho sur notre réalité. Plus de 20 ans plus tard, je tombe sur ce livre, et en le feuilletant, je tombe sur cette illustration.